Bonsoir, cher Antoine. Bonsoir, cher Arnaud, bonsoir, chers toutes et tous. L'écrivain collaborationniste Pierre Drieux-La Rochelle est entré en Pléiade depuis le 16 avril. On s'en doute, cette sorte de panthéonisation littéraire n'est pas sans provoquer quelques débats. Un des premiers à tirer a été Jean-Paul Enthoven dans Le Point, non pas pour attaquer, mais pour défendre le cas Drieux. Écartons d'abord le débat fumeux qui s'annonce, écrit-il. L'entrée de Pierre Drieux-La Rochelle dans l'illustre Pléiade n'est ni une maladresse, ni une provocation, ni un scandale, ni le symptôme d'une époque dévoyée, puisque l'auteur de Gilles et du Feu follet y a depuis longtemps toute sa place, celle d'un grand écrivain qui a mal tourné, ignoble le plus souvent, mais puissant et digne, il est vrai que ce mot ne lui sied guère, de figurer aux côtés d'Aragon et de Malraux, ses doubles inversés, ses alter-égaux en tintamarre. On se lasse par avance des arguments qui vont voler et qui avaient déjà servi lors de l'affaire Céline, entre guillemets. Quoi, un autre fasciste en papier Bible? Gallimard se croit encore en 1942, a-t-on demandé une préface à Otto Abetz? Et Brasillac, c'est pour bientôt, etc. La police littéraire, comme d'habitude, sera prompte à tirer dans le tas. Passons. Même si Drieux est moins génial que l'abjecte Céline, moins furieusement doué qu'Aragon, moins agité que Malraux, il a du charme, un mauvais charme, comme on dit mauvais genre, estime Jean-Paul Enthoven. Et pour un romancier, le charme, fût-il vénéneux, c'est plus décisif que la bienséance idéologique. D'ailleurs, propose le critique du Point, prenons les choses à l'envers et imaginons que Drieux-La Rochelle, le 15 mars 1945, ait survécu à son deuxième suicide. Imaginons que Malraux l'ait convaincu d'enfiler un uniforme de la brigade Alsace-Lorraine, sous pseudonyme et sans commandement, qu'Emmanuel Berle l'ait caché dans une cave ou en province, le temps que les choses se tassent, que Bertrand de Jouvenel ait plaidé sa cause auprès d'un président du Conseil de la 4e République. Pierre, comme tant d'autres, se serait alors sorti d'affaire. Il aurait publié des mémoires aussi rectifiés que ceux de Chateaubriand, n'aurait pas tardé à faire son entrée sous la coupole au fauteuil d'un écrivain démocrate chrétien. Le Figaro aurait confié son rez-de-chaussée à ce notable assagi et antimoderne. Mitterrand aurait déjeuné avec lui chez Lippe, ou en l'apercevant, Romain Gary, qui mérite la Pléiade, lui aussi, n'aurait pas manqué de vouloir lui casser la gueule. Telle est la comédie du bien et du mal dans la République des lettres. Après tout, Morand ou Chardonne en avaient autant que lui sur la conscience, mais ils furent plus malins et moins courageux. Et Jean-Paul Enthoven de conclure son long plaidoyer. Aujourd'hui, Drieux paye au prix fort le fait d'avoir été son propre procureur. Il attendait d'être jugé en appel, voire en cassation. Nous y sommes. Alors, on ne sait qui est la police littéraire que vise Jean-Paul Enthoven, mais l'entrée de Drieux en Pléiade n'a pas vraiment provoqué les remous annoncés. Nelly Capriélian, souvent contestée pour ses leçons de morale en matière littéraire, écrit ainsi dans Les Inrecuptibles « La Pléiade n'est ni une académie ni un sanctuaire, et les romans de Drieux ont tout lieu d'y être publiés, d'autant qu'ils le sont, accompagnés d'un appareil critique solide et sans complaisance. La question que pose plutôt la lecture ou relecture de ces œuvres, c'est celle de la modernité de cet auteur, à l'aune de ses idées rétrogrades et antisémites. Une modernité peu avérée, si on en croit Philippe Solers, qui certes défend lui aussi dans le Nouvel Observateur l'entrée de Drieux en Pléiade, mais écrit « Drieux est ce qu'on pourrait appeler un bon mauvais écrivain ». Il s'en tire moins bien avec le temps que ses contemporains Malraux, Aragon, Céline. Il se doute de son échec, il continue à beaucoup écrire, mais ses livres sont lourds, lents, trop longs et péniblement 19e-istes. Le passé simple et l'imparfait du subjonctif les retardent, les dialogues sont embarrassés, les portraits de femmes très conventionnels et sa vision désenchantée de la décadence restent académiques. La seule à s'opposer violemment au Drieux en Pléiade à ce jour a finalement été Aude Lancelin dès janvier dans Marianne. Entre ici, Pierre Drieux-La Rochelle, avec ton terrible cortège, écrivait-elle. C'est un bien étrange cérémonial que nous convient les éditions Gallimard en relogeant en Pléiade, leur collection la plus prestigieuse, le plus compromis de leurs anciens employés. Ainsi, le dandy Collabo, qui se chargea de verrouiller la NRF de 1940 à juin 1943, l'auxiliaire nonchalant de la propaganda Staffel, l'ex-proche des surréalistes, qui en vint à saluer dans la mythique revue le génie d'Hitler et de l'hitlérisme, l'antisémite convaincu qui, trop conscient de son désastre, se suicidera le 15 mars 1945, voit-il une dizaine de ses romans et nouvelles publiés sur papier Bible. Son œuvre a un charme très particulier, encore trop sous-estimé, tempère Hugues Pradier, le directeur éditorial de la Pléiade. Un roman admirable comme Blèche, paru en 1928, est par exemple méconnu.
Notre seule cause, c'est celle des lecteurs. Nous espérons en faire gagner à Drieux. Un point de vue pour le moins audacieux, juge Aude Lancelin. Véritable parabole fasciste de bout en bout imprégnée de racisme anti-juif, le roman Confession de Drieux, Gilles, a-t-il vraiment toute sa place aujourd'hui dans une collection d'apparats destinés aux étrennes en tout genre? Hugues Pradier s'agace et persiste. Nous ne sommes pas là pour juger moralement les auteurs. Morale, attention, le mot est lâché, le rayon paralysant. Ainsi, par une comique inversion, est-ce désormais au nom de l'anticonformisme et de la transgression sacralisée que l'on entend promouvoir l'esthétique la plus rance des années 30. Interrogé par la journaliste de Marianne, l'historien Michel Vinocq, auteur de plusieurs études de référence sur le fascisme de Drieux-La Rochelle, confie une certaine stupéfaction. Cette mise à l'honneur est très étonnante. Maurice Barrès, la grande référence de ces années-là, celui qui les irrigue tous, n'est même pas en Pléiade et on y inscrit Drieux. Il y a forcément de quoi réfléchir. Un autre historien cité dans Marianne, Fabrice d'Almeida, y voit lui un symptôme. Ce que l'Italie a fait politiquement avec la Ligue du Nord et Gianfranco Fini, réintroduire le fascisme dans le jeu, la France est en train de le réaliser culturellement. On réhabilite le maurassien Jacques Bainville, on célèbre Drieux. À l'évidence, ce qui se joue là n'est pas purement d'ordre stylistique. Même constat pour finir chez Éric Lauré dans Libération, l'arrivée en Pléiade de cet écrivain fasciste. Il avait écrit « Si je n'avais pas été trop vieux pour quitter mes livres, j'aurais dû être SS ». Cet écrivain fasciste antisémite et suicidé permet de mesurer la réévaluation dont a fait l'objet la littérature collaborationniste depuis 67 ans. Alors, moi, il faut que je fasse la confession de n'avoir jamais lu un livre de Pierre Drieux-La Rochelle. Alors, je voulais avoir sentiment, Frédéric Fernet. Français, ne dites pas du mal de Drieux-La Rochelle. Dire du mal de soi, il fait ça mieux que vous. Et c'est tout l'intérêt du journal. Je veux dire que si on prend, la plupart des gens, Gide ou autres, quand ils écrivent leurs mémoires, se haussent du col, se donnent le beau rôle. Lui, c'est un exercice d'enfoncement masochiste. Alors effectivement, si on le prend à la lettre, c'est abject. Mais il y a je trouve que l'article d'Enthoven est remarquable. D'autres ont été beaucoup plus malins et moins courageux que lui. Je trouve ça très juste. Philippe Delaroche ? Entièrement d'accord avec Frédéric. La haine de soi, c'est effectivement le thème dominant chez Drieux-La Rochelle. Et ces petits tribunaux construits au coin d'une rue. Alors, Gallimard doit pas avoir honte de publier Céline, mais ils doivent avoir honte de publier Drieux-La Rochelle. Le jugement dernier, c'est pas pour tout de suite. C'est pas eux qui vont le faire, de toute façon. Donc, ouais. Je trouve ça franchement ridicule. C'est les purs et les impurs. Mais la littérature, elle se fait avec le mal, elle se fait avec toutes les contradictions de l'homme. Et si on ne les écrit pas le plus farouchement possible, c'est pas de la littérature. Bon, Drieux, c'est fourvoyé totalement, nous sommes bien d'accord là-dessus, mais moi ce qui m'amuse, c'est aussi la relative inculture, le fait qu'on met sur le même plan des auteurs qui n'ont pas tant de rapport que ça entre eux. Par exemple, Bainville, c'est le moins maurassien de tous les collaborateurs de l'Action française. Bainville, il n'y a pas d'antisémitisme chez Bainville, à ma connaissance. Bon. Donc je trouve ça amusant qu'on fasse toujours un espèce de cloaque avec vraiment les méchants et les impurs, en disant, ah voilà, non, Céline, quand même, oui, ouais, il y a du récit, tout de même, ça existe. Même Henri Miller l'a aimé. Vous voyez, bon, personnellement, je trouve ça grotesque. C'est pas à nous, encore une fois, de nous faire, de dresser l'estrade du jugement dernier. Nathalie Crom. Oui, non, je suis d'accord. Et puis je trouve qu'il y a, la comparaison, même avec la polémique qu'il y a eu l'an dernier autour de Céline, me paraît ne pas tenir, puisque Céline, effectivement, c'était l'inscription dans le registre des célébrations nationales. Bon, éventuellement, je comprends qu'il puisse y avoir une polémique. Là, la Pléiade, c'est pas le Panthéon, la Pléiade. Je veux dire, c'est une collection de chez Gallimard. Je pense que Gallimard y publie ce qu'il veut et que si les journalistes estiment que la Pléiade, c'est le Panthéon, c'est leur propre confusion quand même. Je connais pas toute son œuvre très précisément, mais ça me paraissait pas, plus que quantité d'écrivains de l'entre-deux-guerres. Je veux dire, Brasillac a aussi fait des romans qui me paraissent pas si éloignés et que pourtant tout le monde qualifie si on compare Gilles et les cadets de l'Alcazar, il y a deux musiques, mais je dirais pas qu'il y en ait un qui est tellement sans couder au-dessus de l'autre. Donc voilà, c'est pas la littérature qui me paraît aujourd'hui. Si on veut réfléchir en termes d'inventivité dans l'entre-deux-guerres, c'est vrai que comme écrivain qui a le même parcours de dérive antisémite radicale, Céline a une inventivité et une originalité qui est infiniment supérieure. Et
il y a peut-être et il n'y a pas, par exemple, toute une mythologie qu'on peut retrouver chez Giono. Il y a une mondanité, il y a ça. Il sait dire, il sait décrire la mondanité. Dans Gilles, notamment, ça se perçoit, ce caractère-là. Après, il y a de l'autre côté, il y avait tous les vaillants, il y avait Aragon. Il faut pas oublier qu'il y a Aragon aussi, qui est un auteur de l'entre-deux-guerres. Il y a une disproportion qui n'a rien à voir. Voilà, c'est pas forcément moi celui qui me touche le plus ou qui m'intéresse le plus ou qui me paraît avoir le projet. D'ailleurs, il n'a pas un projet littéraire qui est si clair que ça lui-même. C'est pas non plus un véritable fondateur d'avant-garde dans une certaine mesure. Même un Nizan a des qualités qui sont à mes yeux plus éminentes. Donc pour moi c'est pas dans le panthéon de la littérature française, je me serais pas précipité pour l'y inscrire et l'y faire entrer. Oui, bien sûr, Drieux était antisémite. C'est un fait, c'est une erreur, c'est une faute. Simplement, je pense pas que pour autant on doit s'interdire de publier tous les écrivains qui ont dit des sottises idéologiques. Sinon, ma foi, on aurait une forme d'appauvrissement, me semble-t-il. Donc au fond, je dis pas du tout qu'il faut sauver Drieux parce que l'esthétique l'emporte sur l'idéologique. Non, je pense que les deux sont profondément mêlés dans l'œuvre de Drieux. Donc il n'y a pas lieu de faire semblant que le styliste, par exemple, ou le romancier globalement sauve les Drieux de son antisémitisme. Non, il faut simplement accepter cela. C'est un écrivain qui s'est trompé sur ce plan-là, comme beaucoup de gens dans la France de l'entre-deux-guerres, malheureusement. Justement, est-ce que vous avez eu une démarche critique lors du travail que vous avez fourni pour publier ces textes ? On en a parlé aussi bien en essayant de rappeler ce qu'était le contexte historique des années 20 et 30, qu'en rappelant ce que Drieux a fait à titre personnel pour Colette Giramek et pour ses enfants qui avaient été enfermés à Drancy par les nazis, en posant aussi le problème du fascisme dans sa globalité, c'est-à-dire comment est-ce que Drieux en arrive au fascisme, et notamment à partir de 1934 avec la Comédie de Charleroi, et puis aussi avec ce livre qui s'intitule « Socialisme fasciste » et qui est publié aussi en 1934, donc c'est le moment du basculement. Donc on a essayé de proposer une contextualisation historique, mais sans chercher d'aucune manière à excuser Drieux ou à suggérer une forme d'absolution. Je pense que l'œuvre, malgré tout, se défend grâce à d'autres qualités. Si on a choisi de publier Drieux, c'est parce qu'on considère que c'est un grand romancier, un romancier intéressant, et que les gens auront à la fois intérêt et plaisir à lire, du moins nous l'espérons. Bon, la question c'est au fond, qu'est-ce que c'est qu'un grand romancier, n'est-ce pas ? La première réponse serait, à mes yeux, qu'un grand romancier, c'est quelqu'un qui possède une réelle puissance d'analyse de la société qui l'entoure. Et je crois que Drieux donne un tableau extrêmement aigu, fouillé, pertinent, même s'il est partial, de la France de l'entre-deux-guerres, avec toute cette peinture du rôle de la bourgeoisie, dans Rêveuse bourgeoisie, plus globalement du rôle joué par la décadence. Bien sûr, il y a eu aussi des forces de progrès, mais ce pan-là existait aussi, me semble-t-il, un certain malaise, un malaise profond même de la France de l'entre-deux-guerres qui a conduit à la débâcle. Voilà ce que Drieux exploite romanesquement et explore avec beaucoup d'acuité et de justesse, me semble-t-il. Bon, deuxième réponse possible, qu'est-ce que c'est qu'un grand romancier ? C'est quelqu'un qui a des bonheurs d'expression, c'est-à-dire quelqu'un dont certaines phrases vous arrêtent, me semble-t-il. Il y en a une que j'aime à citer, qui est dans Gilles, « La haine de lui-même le recouvrait comme de la sueur », qui dit bien cette pente à l'autodénigrement de Drieux-La Rochelle. Ou bien une phrase comme c'est à propos de l'héroïne de son roman Blèche, cette jeune femme, il parle de sa bouche délicate, abondante, toujours ouverte comme un fruit qui cède à sa propre succulence. Ça me paraît bien dit, non ? Suggestif et
Philippe Sollers écrit aujourd'hui dans le Nouvel Observateur que Drieux est un écrivain lourd et lent, c'est une sottise. Drieux n'est pas un écrivain lourd et lent, me semble-t-il.